Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas fait d'édito depuis un long moment. J'étais telle une murène enfermée sous son rocher à attendre. Alors le sportif, très bien. Je pense que pas mal de gens commentent bien sur la chaîne. Et moi, je suis un supporter qui aime bien regarder ce qui se passe derrière aussi. Ce qui se passe pas forcément que sur le terrain, parce que le terrain, vous savez, les acteurs sont interchangeables. J'ai devant moi l'image de 5 joueurs, J'ai l'équipe devant moi, je vois Ryan Cherki, bon, je pense que lui il va partir. Malik Fofana, il va partir. Lacazette, il va partir. Mikotadze, une chance sur deux. Et Corentin Tolisso, à la rigueur, c'est le plus probable joueur qui pourrait rester à l'Olympique Lyonnais. Donc les joueurs, pour moi, vous savez, c'est des vases communicants. Ce sont des professionnels. L'amour du maillot, vous savez ce que j'en pense. Voilà, ils sont professionnels, comme vous êtes professionnel dans une entreprise ou peu importe où d'ailleurs, ou une association, ou ce que vous voulez. Et puis un jour, vous changez d'employeur, quoi. Enfin, c'est la vie. C'est la vie également pour des joueurs de foot. Donc l'amour du maillot, peu importe. Finalement, malheureusement, au niveau joueur, même si ça a existé, ça continue d'exister, ça reste extrêmement marginal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les coulisses, parce qu'en coulisses, ça grince. Ça grince et en fait, ça, comme dirait Giuliano, en fait, c'est pas étonnant. On sait qu'il y a un trou noir, une espèce d'antimatière dans laquelle on va finir par être absorbé, tôt ou tard, on le sait. De toute façon, on veut pas se l'avouer, mais on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui va finir par tomber. Et cette épée de Damoclès, c'est les mauvaises finances de l'OL. Alors moi, j'invente rien, je lis l'équipe comme tout le monde, je suis un supporter. Je reprends juste l'historique, parce qu'on nous a traité un peu de dingo avec Thomas dès l'arrivée de ce John Textor. Il a des bonnes idées, ça je l'ai dit plein de fois. Alors, au niveau finance, ça a l'air compliqué quand même tout ça. En tout cas pour notre club. Je reprends un peu l'historique en une seconde. Il y a une annonce en grande pompe, vous savez, en mai-juin 2022, comme quoi John Textor est finalement l'élu, choisi par les associés, donc IDG, Allnest, donc Jean-Michel Aulas et Sédou Pathé, quoi. Enfin voilà, donc les trois gros actionnaires de l'Olympique Lyonnais, on va dire. Ils déterminent leur choix, ils fixent leur choix suite à l'audit de la banque Rennes. Voilà, ils fixent leur choix sur cette personne. Et pas Foster Gillette finalement, voilà. Donc c'était Jean-Michel Aulas a dit plein de fois que c'était pas son choix, mais bon, voilà. C'était pas le plus serein évidemment, mais bon, plus de 800 millions d'euros le deal Olympique Lyonnais, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Sachant que vous avez quand même, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a 3 ans. Le match OL FC Porto, tout le monde était focus sur ce match d'Europa League. Moi, j'avais appelé Thomas, j'avais dit "Oh Thomas, là c'est chaud, on s'en fout de ton match d'Europa League." Il vient d'avoir une patate chaude, et je l'ai déjà dit plein de fois, des deux actionnaires principaux aux côtés de Jean-Michel Aulas, qui étaient Jérôme Sédou avec Pathé et IDG, les Chinois en l'occurrence, actionnaires chinois, et qui ont publiquement dit qu'ils souhaitaient se désengager de l'Olympique Lyonnais, quoi. Et quand vous apprenez ça quelques heures avant le match de Porto, alors évidemment tout le monde a focalisé sur le sportif, sauf que là c'est une bombe nucléaire qui est sortie, quoi. C'est une bombe nucléaire qui est sortie. C'est-à-dire que voilà, un ultimatum est posé, on dit à Jean-Michel Aulas, on ne veut plus travailler avec toi, nous on vend nos parts. Alors le problème c'est qu'ils avaient beaucoup de parts, je crois qu'ils avaient 38% si je me trompe pas. Je dis si je me trompe pas, voilà, je crois que c'était environ ça. Donc évidemment très vite, une banque est mandatée, la banque Rennes, moi je connais pas du tout. 2 mois après, on trouve quelqu'un, John Textor, il est présenté en conférence de presse. Sauf que le deal est fixé au 30 septembre. Plus de 800 millions d'euros en 3 mois, c'est compliqué, on va dire. Donc en 4 mois, c'était à l'époque. Et donc vous vous retrouvez avec déjà un décalage. Alors pour des raisons d'investisseurs, parce qu'il faut quand même beaucoup d'investisseurs. C'est pas un fonds souverain, John Textor, loin de là. Et donc on s'est reporté au 17 novembre. J'ai repris 2022. La vente, puis un ultimatum début décembre est posé par les actionnaires et Jean-Michel Aulas pour dire on vous laisse très peu de temps maintenant, monsieur Textor, pour acheter le club. Et finalement, le 19 décembre, alors toutes les documentations, les autorisations et les investisseurs sont bouclés, finalement, le club est racheté. Mais cette période de latence, vous vous en souvenez, c'était il y a 3 ans, ça avait beaucoup fait grincer des dents sur la capacité financière, la surface financière de monsieur Textor et des gens qui sont derrière lui. C'était déjà un doute, tout le monde a eu le doute. Chez les supporters, nous on a le doute, on comprend rien. Et moi déjà, j'avais été très très pessimiste à l'époque. Très très pessimiste. Parce que quand on est après du milliard d'euros de deal, c'est pas du hasard, quoi.
Là, on sent que les poches, les fonds de tiroir, les connaissances, tout a été fait. Tout a été fait pour putain, t'as pas 100 millions, putain, t'as pas 10 millions. Enfin voilà, il fallait à tout prix faire un deal. Voilà, bon. À l'été 2023, on se retrouve 6 mois après. Et ben là, boum, il y a déjà un souci. Vous vous retrouvez avec Monsieur Aulas. Vous vous souvenez, c'était un peu la guerre à OK Corail entre Monsieur Aulas et Monsieur Textor. Il lui manquait 14,5 millions d'euros, si je me trompe pas. Ils ont voulu faire une saisie sur les comptes de l'OL. Monsieur Aulas a dit, il n'y a pas un copec sur les comptes de l'OL. Enfin bon, ouais, ça a grincé dans tous les sens, parce qu'il était actionnaire, il n'avait pas vendu ses Osram, je crois encore à l'époque. Il lui restait 14,5 millions récupérés en 3 fois, si je ne me trompe pas. Et là, ça a été un pataquès public d'enfer via le journal L'Équipe. Et vous vous êtes retrouvés, voilà, 4 mois après, la DNCG, premier coup de boomerang. Et là, ça commence à pas rigoler. En décembre 2023, encadrement de la masse salariale et limitation des indemnités de transfert, de mutation, donc de transfert. Première balle qu'on se prend, voilà, donc 1 an après l'arrivée de John Textor, la DNCG commence à s'occuper sérieusement des finances de l'OL, donc très rapidement, en disant non, on limite la masse salariale, on limite les indemnités de mutation. Donc c'est quelques mois après la prise de bec entre John Textor et sa volonté de récupérer des fonds, parce qu'il commençait à paniquer, Monsieur Aulas, il n'avait pas récupéré tous ces millions d'euros. Donc voilà, donc vous avez ça, vous avez depuis le 15 novembre 2024, je refais un peu l'historique, je vais rechercher un petit peu, la DNCG qui nous interdit de recruter pour le mercato d'hiver, le 15 novembre 2024, et qui, ne l'oublions pas, c'est peut-être ça le plus important de tout, nous rétrograde notre cher club à titre conservatoire en Ligue 2, juste au cas où tout le monde l'aurait oublié. Depuis le 15 novembre 2024, on est rétrogradé à titre provisoire. Tout le monde l'a oublié, Vous savez, c'est comme ça, le journaliste, souvent, ils en parlent plus, donc, tiens, c'est oublié, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est oublié, c'était il y a 6 mois, on se souvient plus. Mais non, on est toujours officiellement en route pour la Ligue 2 s'il n'y a pas de garantie financière. Je suis pas financier, mais j'ai compris ça comme ça. Et là, Thomas m'envoie quelque chose hier, je fais un peu rapide, et là, je reçois ce fameux article de Thomas, je fais la pub, l'équipe.fr, je m'en moque complètement, compte de l'OL, la continuité d'exploitation des entités du groupe présidé par John Textor en question. Donc, a priori, les comptes ont été déposés en décembre. Et on passe de 463 millions d'euros de dette, donc un endettement financier net de trésorerie. 6 mois après, on est à 540 millions d'euros. C'est quand même énorme. Donc, les résultats nets, le rapport financier semestriel est détaillé. Les données sont les mêmes, avec un résultat net à moins 117 millions d'euros. Avec une trésorerie divisée par 2 entre le 30 juin et le 31 décembre. Donc là, vous avez tout un pataquès. Maintenant, les commissaires aux comptes disent, pour qu'il y ait continuité d'exploitation, donc pour que le club puisse continuer à fonctionner, il faut soit un apport de 150 millions d'euros de la part d'Eagle Football Holdings, je lis en ce moment, dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur le New York Stock Exchange, ou bien, donc en gros à la bourse de New York, donc on va réintroduire le titre pour dégager des fonds, pour lever des fonds, ou bien un apport en trésorerie de la part d'Eagle Football Holdings et de ses actionnaires. Donc en gros c'est simple, on a 2 possibilités pour s'en sortir. Soit on lève un max de pépettes à la bourse de New York, soit Monsieur Textor et les autres associés lèvent plein de thunes. 150 millions d'euros, juste comme ça le deal, voilà. Sachant qu'en plus on est rétrogradé à titre conservatoire, je le sens mal cette affaire. Vous savez, on dit toujours ouais mais on s'en fout, ça arrive qu'aux autres. Il y a encore Marine Le Pen qui pensait qu'elle serait pas condamnée hier. Il y a les Girondins de Bordeaux de Monsieur Lopez qui étaient convaincus qu'il redescendrait jamais en division 4, excusez-moi je suis un vieux, en National 2. Tout le monde est sûr de lui. Non mais à un moment donné, moi je m'en moque, je fais pas de cas particulier. La justice, le droit comme les finances, à un moment donné, c'est un peu orthogonal. Ça marche pas forcément comme il y a 30 ans où ça passait crème sur plein de trucs et puis à un moment donné, il y en a un qui se faisait pécho. Excusez-moi, des termes un peu triviaux. C'est fini ce temps-là. Désormais, tout le monde peut passer par la case prison, par la case club qui descend en division 4. Il y a beaucoup moins de passe droit qu'avant. Voilà, clairement, il y a beaucoup moins de passe droit qu'avant. Notre club, clairement, moi, je mettrais pas une pièce que ça se passe extrêmement mal la réunion de la DNCG, extrêmement mal.
Hein. Sachant qu'en plus, bon, on peut pas dire que Monsieur Textor les ait beaucoup mis dans sa poche, tant pour ce qu'il a démontré, parce que bon, il a fait 2-3 ventes, un investissement à 80 millions d'euros, alors je sais pas sur combien d'années, hein, de Stanley, mais enfin, il n'y a pas non plus d'élevé de fonds colossal. Là, on a encore ça qui sort. En plus, bon, il s'est un peu pris la tête avec la DNCG. Le directeur de la DNCG est sorti de son trou, lui, pour aller expliquer concrètement que bon, ce que disait Monsieur Textor, il n'en était pas du tout d'accord et du tout de question. Voilà, il a réexpliqué les règles de finance, donc il s'est pas mis la DNCG dans la poche. Voilà, il a pas essayé de faire des lettres en disant que vous inquiétez pas, non, il y est allé franco, et moi je suis très inquiet. J'ai rien contre Monsieur Textor, hein, concrètement, mais je sens que depuis 3 ans, on marche complètement sur des œufs. Ça fait presque 3 ans qu'il est dans les tuyaux, enfin depuis la première fois qu'il a été présenté. Moi je le sens pas, quoi. Enfin, après, peut-être que je me plante, hein. Vous allez me dire, ouais, t'inquiète, ça va marcher et tout. Moi, j'y crois pas. Je suis désolé, je suis un simple supporter. Je pense, dans mon âme et conscience, je pense, et je peux me tromper, que notre club va aller en Ligue 2, voire plus bas. Alors là, on nous parle de Ligue des Champions, de sportifs. Non, mais attendez, je suis désolé, je vous ramène pas du rêve, les mecs, mais j'aimerais qu'on gagne la Ligue Europa, j'aimerais qu'on se qualifie 4e pour la Ligue des Champions. On n'est pas loin de tout ça. Enfin, la Ligue Europa, ça va être dur, mais voilà, mais le sportif est là, même s'il y a des bourdes et tout. Mais on a cette réalité financière qui, tel un fantôme, nous ramène tout le temps. Et ça, c'est pénible. Parce que quand je lis cet article, je me dis ça, voilà. Bon, c'est mon opinion. Mais bon, faut pas oublier quand même qu'on est rétrogradé à titre conservatoire, que les nouvelles financières sont très mauvaises à chaque fois, qu'il y a jamais... Alors après, le groupe va essayer de dire oui, tout va bien. Non, mais moi, je suis pas financier. Mais encore une fois... lisez l'équipe, hein. Moi je m'en fous, l'équipe ou un autre, hein. Enfin j'ai pas de mantra, hein, là-dedans, j'ai pas de part, je m'en fous. Lisez, et franchement, il n'y a pas besoin d'être un grand financier pour comprendre que ça commence à être chaud quand vous avez des spécialistes de la finance qui vous disent attention, si on n'a pas ces conditions réunies, on va vers une fin d'exploitation. Bon, l'exploitation, c'est une possibilité de gérer au jour le jour la comptabilité, les finances du club, quoi. C'est hyper inquiétant. Et encore, ils disent dans l'article, je crois, qu'ils n'ont pas mené un audit exhaustif et qu'ils ont été un peu plus souples dans le jugement. Comme dit Thomas, ça sent la baleine, quoi. Ça sent la baleine crevée, quoi. Enfin, voilà. Et moi, je préfère vous le dire tout de suite. Je suis désolé, je vous pète l'ambiance. Voilà, on va jouer un match et tout, mais ouais, mais bon, voilà quoi. Enfin, si on fait des trucs, on ramène, allez, une 5e place, on va en Europa League, et que derrière on fait une demi-finale d'Europa League, et on se dit c'est une bonne saison, et puis que derrière, merde, on finit par descendre, c'est pire que l'affaire Fonseca d'être bloqué en tribune jusqu'au mois de novembre. Vous vous doutez bien que si on descend en Ligue 2 ou plus bas, tout est à revoir. C'est-à-dire que l'effectif, on se retrouve avec un stade quand même sur les bras, qui est un outil qui a 9 ans. Pour un club de Ligue 2, ou moins, quand même très problématique, parce qu'il y a quand même des très gros investissements publics sur les infrastructures autour, hein, non mais faut pas l'oublier quand même, hein, voilà, qui risque d'y avoir une vague de licenciements des partenaires, et au sein de l'Olympique Lyonnais Group, ça risque d'être assez énorme. Donc moi je le trouve serein, John Textor. Enfin moi je suis pas serein, ça m'emmerde pour les salariés, ça m'emmerde pour les fans, ça m'emmerde pour les partenaires, ça m'emmerde pour la collectivité lyonnaise, parce qu'il y a plein d'argent aux contribuables qui potentiellement peut être dans la balance, hein, ça va augmenter les impôts, machin. Non mais c'est quand même des enjeux économiques et humains assez énormes derrière. N'oubliez pas qu'il y a eu un plan de départ volontaire également de 80-90 personnes, hein, si je me trompe pas, il y a quelques mois. Enfin, moi, je suis un peu gêné, ce que je vous dis. J'ai rien contre John Textor, je trouve qu'il est assez brillant, il a plein d'idées, il est plein de ressources, il est plein de dynamisme, mais j'ai l'impression que la compta, c'est pas son truc, quoi. J'ai l'impression, ouais, c'est un mec qui est plein, qui bouillonne d'imagination, de créativité. Mais bon, là, derrière, il y a des gens, il y a de l'humain, il y a du pognon, il y a des familles, enfin, il y a des partenaires, il y a de l'économie locale, enfin. Et lui, j'ai pas l'impression que ça le perturbe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est pas un patron. Alors, on disait Saint-Simonien sous la Troisième République, c'est un mec, en gros, qui était dans un village ou une ville et puis qui employait, un peu comme les Schneider au Creusot, qui employait quand même 10 000 personnes. Enfin, je vous sors un chiffre, mais il y avait une vraie économie paternaliste, comme ça se passe dans les Pouilles. Beaucoup on dit, je connais bien, où vous avez des gars qui ont des boîtes. Alors, voilà, dans les Pouilles, non mais des économies légales, où il y a un emploi très massif d'un patron qui a une belle entreprise d'industrie, ça se passe souvent comme ça dans le sud de l'Italie, et puis qui emploie beaucoup de monde, et puis il veut que les gens vivent bien, qu'ils aient des enfants, alors ce qu'on appelle
l'entrepreneuriat un peu patriarcal. Désolé, c'est peut-être pas la mode, hein, j'y peux rien. En tout cas, c'était un type d'entrepreneuriat qui marchait fort, qui était familial et qui ruisselait. Là, lui, il est pas dans ce délire-là. Je sais pas quel est son délire. J'ai toujours pas compris pourquoi il avait racheté l'Olympique Lyonnais. Et Constant se pose la même question. Je sais que Constant, force à toi Constant, il s'est posé 30 fois la même question. Qu'est-ce qu'il veut faire de l'OL? Je sais que Giuliano aussi s'est posé la question. Thomas aussi, on se pose la question. Mais qu'est-ce qu'il est venu acheter ce club? Qui coûte une blinde, parce que c'est un truc un joujou à 850 millions d'euros. Enfin, faut pas non plus se mentir. Mais à la fin, c'est pour faire quoi? Parce que quand il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de projet. Monsieur Aulas, il avait plein d'idées, plein de projets. Il a fait grossir. Bon, à un moment donné, et voilà, il s'est dit, avoir une équipe de foot, ça commence à être colossal en termes de montant, d'investissement joueurs, de machin. Bah, ça devenait une dimension énorme. Bon, il a vendu ses parts. Bon, voilà. Bon, ils savent très bien, par contre, les trois qui ont vendu, qui vendaient un gars où ça allait moyennement se passer. Ils le savaient. Moi, je suis désolé, ils le savaient. C'est pour ça qu'il a paniqué à l'été 2023, Monsieur Aulas, pour récupérer ses 14 millions et demi. Parce qu'il y avait un vent de panique. Il se dit, putain, il est shorty au niveau blé, bon, bah après, il a fait le deal. Moi, c'est son droit, c'est son entreprise, c'est ses parts, voilà. Mais la pérennité du club, les supporters, les partenaires, les familles, les employés, bah là, il n'y a rien. Parce que là, je vois pas comment ça peut se retourner, la situation. Je vois pas. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu long. C'est une opinion de supporter, je ne suis pas spécialiste. Je lis l'équipe, je reprends les faits, je donne cette opinion. Je suis pas financier. S'il y en a qui connaissent hyper bien, allez-y, donnez votre avis. Thomas aussi, il me dit moi non plus. Je lui dis, moi, je suis à peine mieux que toi là-dessus. Je connais très bien les entreprises. Je suis pas un spécialiste de la finance, je vous le dis tout de suite, les mecs. Pardonnez-moi. Mais je suis hyper inquiet pour le club. Bon, le sportif, c'est la première couche. Les employés, les familles, les partenaires, le tissu local, le contribuable, faut aussi penser au contribuable, dans ces périodes de vache maigre, voilà. Parce que quand on a un stade qui va se retrouver vide, faut sortir les douilles, les mecs, à un moment donné. Non, mais il va falloir sortir les douilles. C'est qui va sortir les douilles quand une boîte, elle plante? On sait très bien. C'est l'État, c'est le contribuable indirectement, machin et tout, on le sait. Donc moi, je suis inquiet. Je suis vraiment inquiet, cette situation, elle est mal gérée. Ça m'emmerde. Je vous fais pas un truc édito foot, machin, désolé. Mais ouais, quand j'ai lu ça, j'ai dit ça. Alors dites-moi si vous pensez pareil. Force à vous les gones et allez l'OL.